Bienvenue à tous dans notre nouveau numéro de Politique Éco. Aujourd'hui, je reçois Philippe Murer. Bonjour monsieur. Bonjour. Philippe Murer, je vous présente. Vous avez une formation d'ingénieur en mathématiques appliquées et en finance. Vous avez été professeur à l'EM Lyon, Lyon 2 et à la Sorbonne. Vous avez rejoint le Front National en 2014 avant de le quitter en septembre 2017. Tout à fait. Que faites-vous depuis votre départ du Rassemblement National, aujourd'hui rebaptisé Rassemblement National? Alors aujourd'hui, j'ai travaillé avec Florian Philippot pendant la période jusqu'aux élections européennes, grosso modo. Et là, maintenant, je travaille sur un livre qui va, j'espère, bientôt sortir, qui est terminé, un livre sur la transition écologique. Le premier, ça s'appelait la transition énergétique, et donc maintenant c'est... Alors, plus précisément, le titre, il disait beaucoup de choses. C'était la transition énergétique, une énergie moins chère et 1 million d'emplois créés, pour montrer que c'était gagnant à tous les niveaux. Là, c'est sur la transition écologique, où il y a un court chapitre sur le problème de l'énergie, du climat et des énergies du futur. Mais tous les sujets sont abordés, donc tant le problème de l'agriculture intensive que le problème de l'économie circulaire, de la rareté des métaux et même des sujets qui fâchent, dont la démographie, le capitalisme, la publicité. Tous les sujets sont abordés et sous un angle, en deux parties très structurées. La partie où c'est assez simple d'agir, agriculture, énergie et obsolescence programmée, et les parties où c'est plus complexe d'agir, qui sont les autres. Alors évidemment, on parlera écologie, puisque c'est votre domaine, vous vous intéressez beaucoup à ce secteur d'activité. Je vous propose de commencer notre première partie de Politique Éco pour évoquer la politique économique d'Emmanuel Macron. Le projet de loi de finances pour 2020 a été présenté en Conseil des ministres le vendredi 27 septembre. Le gouvernement explique alors sa volonté de poursuivre la politique de réduction des dépenses publiques, mais pour le président de la Cour des comptes, ça coince, Didier Migaud. L'effort financier est quasi nul. Qui croire? Oui, en fait, il ne réduit pas les dépenses publiques, mais enfin, il ne les augmente pas. Et même quand on enlève l'inflation, la dépense, je crois, était négative l'année dernière. C'est ça qui est important. Même si moi, je ne suis pas forcément pour... axer la politique économique sur la réduction de la dépense publique, parce que c'est austéritaire et finalement, ça pèse sur tout le monde, aussi bien les entrepreneurs que les salariés. N'oublions pas que la dépense publique, elle atterrit aussi beaucoup dans la poche des entreprises qui elles-mêmes sont dépendantes de la dépense publique. Alors ce budget, c'est un budget, je crois qu'il ne fait pas de bruit, on n'entend pas parler. 2,2% de déficit public. Oui, tout à fait. Ce qui reste quand même au-dessus, c'est ce que notre Didier Migaud reste plus élevé que la moyenne des pays de l'Union européenne. Oui, enfin, on reste autour de la moyenne quand même de l'Union européenne. Il y a l'Allemagne qui est à zéro pour des raisons bien particulières. L'Allemagne ne peut être à zéro que pour une raison particulière, c'est qu'elle fait 200 milliards d'euros d'excédent commercial, 200 à 250 milliards d'euros selon les années. Et ces excédents commerciaux, c'est de l'argent qui arrive, c'est comme si elle avait 250 milliards de déficit public, si je me permets de simplifier. En tout cas, c'est un budget qui passe partout. Et il y a 9 milliards de baisse d'impôts sur les particuliers, sur les ménages, notamment la partie de la taxe d'habitation, qui est annoncée depuis longtemps, mais une partie encore qui va sauter, une petite baisse d'impôt sur le revenu qui a été annoncée pour le grand débat. Donc c'est les mesures gilets jaunes, en fait, qui ont des effets, puis les mesures grand débat, qui sont pas liées aux gilets jaunes, qui étaient des choix de politique économique de Macron. Et puis il y a une baisse du taux d'impôt sur les sociétés encore, sur les sociétés françaises. Seules 47 suppressions de postes sont prévues l'an prochain dans la fonction publique d'État sur 50 000 promises au total sur le quinquennat. Ah, heureusement. En fait, on se rend compte qu'on manque de policiers, qu'on manque d'infirmières, qu'on manque de pompiers, qu'on manque... Enfin, quand vous allez regarder dans toutes les catégories, en fait, dans toutes les catégories précises, vous vous rendez compte qu'il y a plus assez de postes pratiquement dans la fonction publique d'État, dans énormément de catégories. Alors, il y a plein de gens qui disent oui, il y a trop de postes de fonctionnaires, et bien trouvez-les et dites-le nous. Alors effectivement, il y en a un peu trop, c'est dans les collectivités locales, et on l'a vu avec la fusion des régions, qui a créé encore des postes et qui a coûté cher, mais ça, c'est pas du domaine de l'État, et c'est le problème de la décentralisation qui a été mal faite. Mais dans les domaines régaliens, dites-moi où il y a trop de fonctionnaires, moi je vois pas. La France, évidemment, va continuer à emprunter toujours plus sur les marchés financiers, mais à des taux négatifs. On est à moins 0,30 sur le 10 ans aujourd'hui, quoi. On est à des taux négatifs.
Oui, on emprunte toujours plus, comme tous les pays du monde. Hein. C'est au négatif, qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà, on emprunte, si je me permets, les États-Unis sont aussi ont une dette sur PIB comme la nôtre. Pratiquement tous les pays du monde sont dans ce problème de dette publique sur PIB qui est de plus en plus élevé. À part la Russie? À part la Russie, mais la Russie a le même phénomène, c'est qu'elle a un excédent commercial grâce à ses exportations de matières premières qui sont gigantesques, donc c'est le même sujet. En fait, il ne faut pas oublier une chose, il ne faut pas avoir peur de la dette publique. De toute manière, il y a un sujet très clair, c'est qu'en fait, la façon dont l'économie fonctionne, la seule manière de créer de la monnaie pour alimenter l'économie et qui est nécessaire pour suivre la croissance, la seule manière de créer de la monnaie, c'est par de la dette aujourd'hui. Donc il est logique que la dette monte petit à petit et de plus en plus. Il n'y a qu'une seule manière d'éviter que cette dette monte, c'est ce qu'on faisait pendant les 30 Glorieuses, c'est qu'on créait de l'inflation. On avait une inflation suffisante, 3-4%, qui permettait de ronger cette dette. Et de la croissance suffisante qui permettait de ronger cette dette. Aujourd'hui, on n'a plus de croissance. On n'a plus de croissance et plus d'inflation. Ouais. Plus de croissance et plus d'inflation. C'est pour ça que la dette va continuer à monter jusqu'au moment où elle va soit noyer le système, soit il y a des hommes d'État qui vont faire quelque chose pour relativiser ce niveau de la dette. Mais rassurons-nous, il n'y a rien de très très grave. Je veux dire, en 1945, on sort de la guerre. Il y a 190% de dette sur PIB. Et en plus, on en est à 100 aujourd'hui à peu près, 98 et quelques. Ouais. 190% de dette sur PIB, et en plus, la France est détruite. En plus, il va falloir investir pour reconstruire. 25 ans après, en 1970, la dette sur PIB de la France était de 20%. Donc tout ça, parce qu'on avait fait de la croissance, on avait fait un petit peu d'inflation. Oui, mais là, devant nous, on n'a rien pour faire de la croissance. Ah bien sûr, on a plein de choses. On a tous les grands programmes sur l'écologie, qui sont des programmes qui peuvent faire de la croissance, mais créer des emplois. Aujourd'hui, Nicolas Hulot, il a démissionné il n'y a pas si longtemps que ça, et il se disait, bah ouais, moi je suis pieds et poings liés. Donc, c'est vrai, il dit, je suis pieds et poings liés, les accords de libre-échange, il faut arrêter de se moquer du monde, ça détruit l'écologie, c'est très mauvais pour la planète. Ouais. C'est très mauvais pour la planète. Et puis effectivement, de toute manière, notre souveraineté, on l'a lâchée à Bruxelles, donc tant qu'on reste sous le joug de Bruxelles, personne ne pourra rien faire sur ces sujets-là, il ne faut pas se leurrer. Donc pour vous, cette crise financière qui vient, dont tout le monde parle, ça ne sera pas celle de la dette publique. Certains parlent aussi d'une crise bancaire européenne, d'une crise de la récession, celle qui arrive en Allemagne, ou alors celle d'une explosion de l'euro. D'où viendra cette crise? Alors cette crise, déjà, elle est mondiale en fait. La dette de la Chine, publique plus privée, elle est à peu près pareille que la dette de la France publique et privée, et pareille que la dette des États-Unis. On est autour de 270% du PIB, toute dette confondue. C'est bien beau de parler de dette publique, mais la dette privée, elle peut être encore plus importante. Donc toute cette dette qui nous submerge, qui est due au fait qu'on n'a pas augmenté les salaires suffisamment dans le monde et qu'il y a trop d'offres, mais pas assez de demandes. Et donc, on a demandé aux gens d'emprunter pour combler ce déficit de demande, parce que les salaires n'augmentaient pas assez vite. C'est le problème de la mondialisation. Eh bien, cette dette devient très, très importante. Et maintenant, d'où va venir le baril? De toute manière, je pense que la crise sera mondiale. C'est-à-dire que s'il y a une zone qui tombe, un pays qui tombe, ça fera tomber tout le monde. Donc, est-ce que ça viendra de la Chine, des États-Unis, des marchés financiers américains, de l'Europe? Ça peut venir de partout et ça peut être quasi simultané. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses en plus à la fin du mois. On a ces discussions sur le commerce avec la Chine qui sont très houleuses. La Chine qui va pas très bien au niveau économique. On a le problème du Brexit aussi, qui arrive, qui crée une incertitude. Je pense que ça se passera très bien, mais ça crée une incertitude forte au mois d'octobre. Donc il est tout à fait possible qu'on ait des problèmes sur ce mois d'octobre 2019 dans les marchés financiers, et une crise qui se déclenche sur les marchés financiers et qui finit par contaminer l'économie. Quelle mesure la BCE de Christine Lagarde, qui est arrivée en poste il y a pas longtemps, quelle mesure cette BCE va-t-elle devoir mettre en place pour faire face à la crise de récession qui est en train de frapper l'Allemagne ? Alors, la première chose, c'est que ça ne devrait pas être du côté de la finance. C'est-à-dire que le problème, c'est un problème de l'économie réelle qui n'a plus de croissance. Or, on essaye toujours de guérir le système. Il n'y a plus de production industrielle. On n'a plus assez de production industrielle et surtout, on ne la relance pas. Il faut relancer l'économie réelle, les emplois réels, relancer les carnets de commandes des entrepreneurs de l'économie réelle. Or, on relance toujours dans les marchés financiers,
par la haute finance. C'est elle qui a le droit à l'argent en premier. On voit d'ailleurs cette domination de la finance sur le monde économique et même sur, ça va plus loin, sur le monde politique. Donc pour le moment, la relance de la BCE, le dernier geste de Mario Draghi, ça a été de rebaisser encore les taux et d'alimenter de 20 milliards d'euros d'argent public chaque mois en plus les marchés financiers. Je pense que cela ne va pas fonctionner, ça risque de ne pas fonctionner. C'est ce qu'expliquait Patrick Artus de Natixis, le chef économiste de Natixis, une des grandes banques françaises. Et en fait, lui, ce qu'il dit, et moi c'est ce que je pressens, c'est que ça ne devrait pas suffire et que le prochain geste des banquiers centraux sera d'acheter des actions directement sur les marchés financiers pour éviter l'effondrement financier. Et là, on voit le problème. Donc, ne plus imprimer de monnaie, mais acheter des actions. Imprimer de la monnaie. La Fed a injecté 270 milliards de dollars là, en septembre. Oui, tout à fait. En fait, il y a un QE qui... C'est la limite, là, maintenant ? En fait, c'est pas que c'est une limite, mais ça suffit plus d'injecter de la dette parce que les gens sont trop défiants entre eux. Le marché est un château de cartes qu'on a monté. On a fait gonfler les marchés financiers comme un château de cartes et les risques deviennent trop importants. Donc, je pense que la dette... Expliquez-nous concrètement ce que ça veut dire acheter des actions. En fait, là, aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne, en fait, avec l'argent qu'elle imprime, elle imprime de l'argent et elle va acheter de la dette d'État. Mais elle achète aussi de la dette d'entreprise. Ce qui pose un vrai problème. C'est-à-dire que les multinationales, qui sont les plus puissantes, sont favorisées puisqu'elles ont directement de l'argent public qui leur est amené pour leur projet d'investissement par la Banque Centrale Européenne, alors que les PME n'ont pas du tout cet argent public. Donc on voit bien qu'il y a deux classes d'entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs des multinationales qui sont aidés par l'argent public et les petits entrepreneurs qui ne sont pas du tout aidés. Maintenant, au lieu d'acheter de la dette, en fait, qu'est-ce que va faire la BCE ? Je pense à terme, quand la crise sera déclarée, c'est d'acheter des actions pour empêcher un effondrement des marchés financiers qui créerait une crise des marchés actions, qui se mêlerait avec une crise de la dette et qui finirait par une crise très forte, peut-être des dettes publiques dans les pays les plus faibles, des économies en même temps, enfin voilà, un vrai meltdown, quoi. Vous déclariez, c'est ma dernière question pour cette première partie, Philippe Murer, en 2018, que les crises à répétition entre Bruxelles et les États membres pourraient provoquer une crise financière mondiale. Qu'en pensez-vous aujourd'hui ? Tout à fait, ça pourrait continuer. Là, la crise... Avec l'exemple du Brexit, d'ailleurs. Alors, sur 2018, moi, je pensais à autre chose, et je vais vous dire à quoi je pensais. C'est-à-dire que, en fait, l'Italie est passée tout proche de taux d'intérêt qui allaient créer une espèce de catastrophe au niveau de l'économie italienne. Puisqu'en fait, les taux d'intérêt, quand Salvini et le M5S se sont affrontés avec la Banque Centrale Européenne et avec l'Union Européenne en disant non, on ne va pas encore comprimer la demande alors que l'économie italienne n'a pas cru depuis 20 ans. Donc il y a eu ce débat entre les deux. Il y a eu des mesures qui ont été prises par la BCE qui ont fait que finalement, l'Italie empruntait très très cher, de plus en plus cher, et elle a fini par emprunter à 4,5% sur les marchés financiers. Au-delà de 5-6, ça devient ingérable, on finit comme la Grèce, avec un plan dette massif, et on ne sait pas comment on aurait pu l'aider, l'Italie, qui a une dette absolument considérable, 10 fois plus grosse que la Grèce. Donc moi, je pensais à ce risque-là. On a un autre risque aussi, qui était faible alors, mais qui devient plus fort aujourd'hui, c'est l'Allemagne. L'Allemagne n'est pas du tout d'accord avec cette politique de la BCE, même si finalement ça la sert, puisqu'elle a des taux d'intérêt très négatifs pour emprunter. Donc en fait, quand le Trésor allemand emprunte, ça lui rapporte de l'argent, ce qui est complètement fou, mais c'est comme ça. Et donc, comme la France, mais en beaucoup plus. Et donc, les Allemands commencent à ne pas aimer ça, parce que c'est un peuple vieux et vieillissant, les Allemands. Donc leurs épargnants voient leur épargne fondre, puisqu'il n'y a plus de taux d'intérêt sur toute leur épargne. Et donc, et puis ça pose un problème de politique monétaire qui devient de plus en plus divergente avec le dogme monétaire allemand, qui est une politique très rigoureuse et très stricte. Et donc, au bout d'un moment, est-ce que les Allemands lâcheront ? Maintenant, si les Allemands lâchent l'euro, ils vont se reprendre en pleine figure l'élastique, puisque les 200 milliards d'excédents commerciaux vont fondre comme neige au soleil, et le PIB allemand va fondre comme neige au soleil. Donc, ils sont dans un problème et dans un dilemme qui est assez compliqué. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve dans un instant.
Toujours en compagnie de Philippe Murer pour cette deuxième partie. Je vous propose à présent de parler de la sortie de l'euro. Vous êtes spécialisé dans les scénarios de sortie de l'euro, Philippe Murer, notamment avec un économiste qu'on connaît bien à TV Liberté, qu'on a déjà reçu, c'est Jacques Sapir. En 2013, Monsieur Chevènement, vous avez commandé une étude à vous-même et à Monsieur Jacques Sapir sur le coût de la sortie de l'euro. Votre résultat, non seulement cela ne coûterait à rien, mais cela rapporterait 3% de croissance par an, création de 800 000 emplois, plus 30 milliards de recettes fiscales. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ces résultats ? Alors, on a fait un énorme travail d'abord préparatoire sur les chiffres pour récupérer toutes les exportations et importations de la France avec l'ensemble des pays, et puis de l'Allemagne avec l'ensemble des pays. Et donc, on a fait des matrices d'exportation et d'importation. Ensuite, on est parti des élasticités prix qui étaient données par les économistes de banque, des élasticités prix des importations au taux de change. Et donc, ça nous a permis, en fonction de suppositions, mais qui sont partagées par l'ensemble des hypothèses assez admises par tout le monde. Donc, par exemple, que la France verrait sa monnaie baisser de 20% par rapport au Deutsche Mark. Le Deutsche Mark s'appréciait par rapport aux autres monnaies. La pesetas baissait de 25%, etc. On a fait tout ce travail. Et à partir de ça, et des élasticités, on a regardé qu'est-ce que ça allait donner sur l'inflation, les exportations, les importations, et ensuite on a déroulé la croissance, le nombre d'emplois, et donc, in fine, quand vous avez le PIB, vous pouvez déduire les recettes fiscales supplémentaires que vous avez. Sur le système monétaire international également ? Oui, alors ça c'est la deuxième partie, mais c'est vrai qu'on a regardé aussi par rapport, on a fait une hypothèse, on a regardé aussi par rapport au dollar, ce qui allait se passer à la zone dollar ou aux autres zones monétaires dans le monde, mais la grosse partie c'était quand même par rapport aux États-Unis et puis à l'Europe. Nos exportations sont principalement là-dessus, sur ces pays-là. Et donc, ça nous permettait de voir qu'effectivement, c'est normal, on repart dans un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on crée de la croissance, donc on crée parce que... Grâce à une dévaluation de 20%, notamment. Voilà. D'ailleurs, le patronat m'amuse beaucoup. Le patronat passe son temps à dire qu'il faut faire de la compétitivité. Et quand je me retrouve sur un plateau avec un membre du patronat, et je dis, écoutez, la meilleure façon de faire de la compétitivité, très très vite, 25%, c'est par rapport aux Allemands, sur lesquels on a un vrai problème, eh bien, c'est de sortir de l'euro. Et à ce moment-là, ils vous disent, non, c'est pas possible, c'est pas juste. Quand vous lui dites que si votre monnaie baisse de 25% par rapport au Deutsche Mark, vous vous retrouvez avec des Volkswagen qui vont être d'un coup 25% plus chères, celles qui sont fabriquées en Allemagne, que les Peugeot ou Renault fabriquées en France. Et qu'évidemment, à ce moment-là, les ventes de voitures françaises explosent, l'emploi avec, et puis l'emploi de tous les gens qui vont servir aussi les ouvriers de Renault, Peugeot et tout ça. Et donc, c'est évident. Mais là, le patronat n'a pas beaucoup... à ce moment-là, ils vous disent que c'est injuste si on dévaluait notre monnaie. Alors que ça nous permettrait juste de rééquilibrer notre balance commerciale, qui est due au fait qu'on a une monnaie trop forte pour notre pays et qu'on le supporte mal. Est-ce que ça signifierait qu'on passerait d'une monnaie unique à une monnaie commune ou carrément l'euro disparaît de la surface ? L'euro-monnaie commune, c'est très très compliqué à réaliser. Et puis il faut encore des règles, parce qu'il faudrait à ce moment-là, il y aura un lien entre les différentes monnaies. Si les Allemands étaient prêts à dire, on vient une euro-monnaie commune, nous on reprend le mark, vous reprenez le franc, mais il y a des liens entre et il y a des cours de fluctuation, mais il faudrait que tout le monde soit d'accord pour que tout le monde puisse vivre. C'est-à-dire qu'aucun pays ne génère d'énormes excédents commerciaux ou d'énormes déficits commerciaux par rapport aux autres. Et il faudrait bouger les monnaies, en fait, par rapport à ce problème d'excédents commerciaux. Faire monter le mark s'ils font des excédents ou le faire baisser s'ils font des déficits. Or, les Allemands ne le veulent pas, de toute manière. Donc c'est une construction théorique, mais c'est impossible au niveau pratique. Les Allemands ne le veulent pas. Donc imaginons un retour au franc, une personne qui aurait un revenu de 1 500 € et un emprunt immobilier par exemple de 100 000 €, qu'est-ce qui se passerait si on revient au franc ? En fait, de toute manière, il ne faut pas revenir au franc avec des parités complexes, il faut revenir au franc avec 1 € égale 1 franc. Donc il aura un salaire de 1 500 francs et l'emprunt immobilier qui serait du même montant mais en francs. Pareil pour son loyer ne va pas bouger, le prix de la nourriture ne va pas bouger. En fait, tout restera identique. Mais comment vous en êtes sûr de ça ? Après, vous faites un calcul sur, au départ, il se passe comme ça à l'instant T. Vous sortez de l'euro, le lendemain, ça se passe comme ça. Ensuite, il va y avoir des hausses ou des baisses de prix selon les produits. Ce qu'on sait, c'est qu'on peut calculer
l'inflation, il y aura à peu près 1,5% de plus d'inflation. Donc il faut faire en sorte que les salaires augmentent de l'inflation pour pas que les gens perdent du pouvoir d'achat, évidemment. Mais ça, c'est tout à fait possible avec une échelle mobile des salaires, par exemple, ou avec d'autres techniques. Ça pose pas de problème. L'autre chose, ce que vous me parlez d'expérience, d'historique, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il y a eu beaucoup d'unions monétaires, ce qu'on sait qu'elles ont toutes échoué. Toutes les unions monétaires. Des exemples d'unions monétaires qui ont échoué dans l'histoire? Il y avait l'union latine, je crois, au XIXe siècle, une monnaie entre les différents pays. Et puis même aussi un exemple très simple qui montre que c'est simple de passer d'une monnaie à deux monnaies. La Tchécoslovaquie, en fait, a décidé de se scinder en deux. C'est un pays qui était complètement intégré depuis très longtemps, depuis 40 ans. Bon, et en fait, elle s'est scindée en deux. La dette publique a été scindée en deux parties, les monnaies, etc. Et il n'y a eu aucun problème. Ce qu'on voit, c'est que dans l'histoire, quand les unions monétaires s'effondrent, parce que c'est des constructions qui ne marchent pas au niveau économique, il n'y a pas de problème majeur pour les pays. D'autant plus si on sort tôt. Si on sort le dernier et qu'on s'abîme trop, alors à ce moment-là, c'est un problème. Une union monétaire qui a raté, par exemple, c'est une union monétaire, c'est l'Argentine récemment qui avait lié sa monnaie avec le dollar. C'était une forme d'union monétaire et ça fait effondrer l'économie de l'Argentine. Et quand l'Argentine a arrêté cette union avec le dollar, ce lien avec le dollar, l'économie s'est redressée fortement. Ce retour au franc entraînerait donc une dévaluation de notre monnaie. Tout à fait. Comme ce qu'avaient fait d'ailleurs les Britanniques à la suite de la crise de 2008. Ils avaient, je crois, dévalué de 20%. Est-ce que les Britanniques avaient, à cette époque, eu des problèmes avec leur pouvoir d'achat? Non, pas particulièrement. Il y avait eu une inflation un petit peu plus forte que dans le reste de la zone euro, mais il n'y avait pas eu de problème de pouvoir d'achat particulier. Après, l'Angleterre a vraiment... Elle a un vrai sujet, d'ailleurs, qu'il va falloir qu'elle traite après le Brexit. C'est qu'elle a un déficit commercial absolument gigantesque qui a cru au fil du temps, puisqu'elle s'est financiarisée, elle s'appuie sur la City et sur la richesse financière. Elle a un vrai problème de déficit commercial à gérer. Expliquez-nous, Philippe Murer, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui estiment que la sortie de l'euro n'est pas en soi un programme? Sortie de l'euro, ok, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est déjà un début de programme parce qu'en fait, première chose, la sortie de l'euro, ça a permis à l'économie française de retrouver sa compétitivité naturellement. On n'a plus besoin d'arrêter d'augmenter le SMIC. Il faut quand même voir, la crise des Gilets jaunes, c'est peut-être lié au fait qu'il n'y a pas eu de coup de pouce au SMIC, pas de hausse de pouvoir d'achat pratiquement pendant 10 ans sur le SMIC. Ça permet d'augmenter les autres salaires, ça permet à l'économie française de respirer et aux exportations de redémarrer fortement. Ça permet aussi de se libérer de la finance. Parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir faire en sorte que si l'État en a besoin, il peut emprunter auprès de la Banque centrale. Il n'est pas obligé d'emprunter aux banques, ce qui est le cas actuellement. Probablement qu'il empruntera très peu à la Banque centrale, mais le simple fait de le faire, ça le libère des contraintes financières auprès des banquiers. Et puis derrière, ça nous permet d'être souverains sur notre monnaie, sur notre finance et de faire plein de choses. Il y a quelque chose de très important. On sait très bien que les chefs d'entreprise ont du mal parfois à obtenir des prêts, en tout cas du mal à obtenir des prêts, sans devoir hypothéquer leur maison ou s'aliéner complètement. Eh bien, on peut faire une chose très simple, mais qui à mon avis est très utile, c'est de dire... On met des coefficients de réserve. Alors c'est un sujet technique sur les banques qui fait que les banques vont prêter aux petits entrepreneurs pour l'investissement plutôt que d'aller prêter dans les marchés financiers, aux hedge funds et risquer l'argent dans l'économie casino qui n'apporte aucune richesse. Tout ça, ce sont plein de choses qu'on peut faire si on sort de l'euro et qu'on retrouve la maîtrise de notre monnaie. Philippe Murer, dites-nous pourquoi les puissances d'argent sont à ce point opposées à la sortie de l'Union européenne, à la sortie à la fin de l'euro en fait. Et de l'Union européenne d'ailleurs. Oui. En moyenne, on voit bien que l'establishment anglais est un peu vent debout et ils veulent freiner le Brexit. Dans une grande majorité, même s'il y en a quelques-uns d'entrepreneurs anglais qui sont pour le Brexit. Alors que derrière, il y aurait c'est ce que vous dites en tout cas avec Jacques Sapir, derrière il y aurait ces puissances d'argent auraient tout sur les premières bénéficiaires de cette fin de la zone euro. Alors, c'est vrai. Alors, il y a deux choses. La première, c'est de l'idéologie. Je pense qu'en termes d'idéologie, ces puissances d'argent sont mondialistes, sont plutôt dans une vision mondialiste des choses, sans frontières à tous les niveaux. Donc ça, c'est un sujet. Le deuxième sujet, c'est que la finance, si la France retrouvait sa monnaie,
la finance pourrait perdre sa prééminence sur l'industrie et le reste de l'économie. Aujourd'hui, c'est la finance qui dirige le monde, c'est la finance qui dirige même l'économie et qui dirige, voire qui dirige la politique. Et ça leur donnerait, sans doute, ça leur donnerait une possibilité aux Français de retrouver la main sur le secteur financier et de faire en sorte qu'ils ne dirigent pas le monde. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'en ont pas envie. Je voudrais vous entendre sur la notion de protectionnisme. Vous évoquez évidemment ces puissances d'argent qui sont mondialisées. Elles sont en général opposées à toutes les mesures de protectionnisme, même si Donald Trump, on l'a vu avec l'acier, l'aluminium, a imposé des mesures de protectionnisme. Pourquoi le protectionnisme est-il toujours vu en Europe comme du repli sur soi, de la peur? En fait, on parle des barbelés. Là, on est dans l'idéologie. Il y a les ouverts, ceux qui veulent le protectionnisme, un monde sans frontières, à tous les niveaux, économiques, migratoires, etc. Et puis il y a les autres qui aiment leur nation, qui veulent une monnaie, qui veulent un peu de protection, et qu'on appelle les fermés. Ça, c'est un jeu médiatique ouvert-fermé. En fait, pour être clair, aujourd'hui, on est vraiment dans un mouvement totalement extrême de libre-échange. C'est-à-dire, quand vous regardez ce qui se passe au Parlement européen et à l'Union européenne, les nouveaux accords de libre-échange qu'on fait, non seulement on met des droits de douane à zéro, des contingents à zéro, on ne protège plus l'agriculture à aucun niveau, mais en plus, on va plus loin. On fait des comités mixtes de réglementation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on harmonise les réglementations pour que les multinationales, entre les États-Unis, l'Europe, le Canada, etc., aient les mêmes réglementations et que ça ne leur complique pas la vie. Vous voyez, ça va donc extrêmement loin, puisque les réglementations, on peut trouver ça un peu embêtant, mais c'est quand même les choix de société. Quand il y a l'incendie à Rouen, ce sont les réglementations qu'on va prendre sur ce genre d'usine qui vont faire en sorte que les gens sont bien protégés, que le feu ne va pas partir, etc. Et donc, on va très loin. Donc, ce libre-échange actuel qui est absolu, moi, je dirais que c'est un extrémisme qui a l'opposé d'un autre extrême, qui est la Corée du Nord et l'autarcie. Vous voyez? Et entre les deux, il y a toutes les formes de libre-échange tempéré ou de protectionnisme tempéré, c'est-à-dire qu'on fait un peu de libre-échange, mais il y a des secteurs protégés. On n'a pas envie que nos éleveurs meurent, on devrait les protéger de la concurrence internationale. Alors, évidemment, quand on parle de protectionnisme, en général, les économistes qu'on voit, les mainstream, brandissent la menace des mesures de rétorsion. Est-ce que Donald Trump a été victime de ces mesures de rétorsion, par exemple, de l'Europe sur les États-Unis? Alors, avec la Chine, en tout cas, il a été... Sur l'Europe, c'est plutôt lui qui domine le jeu et qui a obtenu des choses en menaçant les Allemands. En fait, qu'est-ce que dit Donald Trump? Il dit aux Allemands, vous avez un excédent commercial de 100 milliards de dollars avec nous, c'est pas possible. Il faut un commerce équilibré. Il faut que chacun puisse vivre dans la relation commerciale. C'est pareil que ce qu'il dit aux Chinois. Avec les Chinois, c'est pire. Les États-Unis exportent 100 milliards vers la Chine quand ils en importent 500. Ils ont demandé aux Chinois de rééquilibrer les échanges et les Chinois sont pas du tout d'accord. Et donc, c'est pour ça qu'il y a Trump met des droits de douane, en fait, pour rééquilibrer. Alors c'est vrai, quand vous attaquez à une puissance comme la puissance chinoise, qui veut le leadership mondial contre celui des États-Unis, il y a quand même une bataille de leadership qui est évidente entre les deux pays. Là, on se retrouve avec des rétorsions commerciales. Et alors, est-ce que Trump, à ce moment-là, est perdant? Non, il sera gagnant. Parce que même contre la Chine? Oui. Combien a-t-il à perdre, Donald Trump? 100 milliards de dollars d'exportation. Combien ont à perdre les Chinois? 500 milliards de dollars d'exportation. Vous voyez que les Chinois ont 5 fois plus à perdre. De la même manière, la France, qui est en déficit commercial sur les biens, a moins à perdre que ce qu'elle a à gagner. Donc même s'il y a des rétorsions, nous, la Chine, on lui exporte 10 milliards. On importe 30 milliards. Qui est en position de force pour faire du protectionnisme? C'est nous. Parce qu'eux, ils ont 3 fois plus à perdre que nous. Deuxième chose, on peut faire du protectionnisme aussi sur des choses plus techniques, sur les normes. C'est ce que fait la Corée du Sud, qui adore exporter, mais qui est très protectionniste par les normes. Donc on peut dire, voilà, on met telle norme technique sur ce sujet, on veut des produits agricoles qui sont de tel type au niveau des réglementations. Ça suffit pour faire du protectionnisme sans que personne ne puisse s'en plaindre. Je vous propose, c'est la fin de cette deuxième partie, je vous propose de nous retrouver dans un instant. Toujours en compagnie de Philippe Murer pour cette troisième partie de Politique
Éco, Philippe Murer, vous êtes un spécialiste de l'écologie. Est-ce que vous pouvez nous brosser un petit peu ce que vous pensez en matière environnementale, un panorama de ce que vous proposez dans votre dernier livre, notamment Transition écologique? Sur la transition écologique, le titre n'est pas encore défini, quoi. On va essayer de trouver le titre, parce que transition écologique, c'est pas très vendeur. Bien, en fait, on a tout un tas de défis. On a le défi de l'énergie qui est en train de devenir plus rare, avec les problèmes du pétrole, avec le problème du climat. On a aussi des problèmes sur l'agriculture. Nos sols sont en train de s'épuiser. Les Français refusent le modèle de l'agriculture intensive avec pesticides. Ils en ont peur pour leur santé. Je ne condamne pas du tout les agriculteurs, hein. On leur impose ce modèle. Ils ne veulent pas non plus des élevages avec des 1000 vaches. On a des problèmes aussi sur la rareté des métaux. Les métaux sont en train de devenir de plus en plus rares et les filons de métaux concentrés sont rares. On a des problèmes de ressources donc, sur plein de sujets. Et donc maintenant, comment y faire face? Alors, quand j'ai écrit ce livre, c'est que je parlais d'écologie constructive et d'action. Déjà, c'est pas pour taxer. L'écologie, c'est pas une écologie, on taxe les gens. Il y a des manières beaucoup plus intelligentes de le faire, surtout que les gens deviennent allergiques aux taxes et on les comprend. Donc, il y a deux domaines où c'est relativement simple d'agir, je pense, c'est l'agriculture et l'énergie. On sait comment agir et on peut agir en 10-20 ans pour se passer d'énergie fossile et passer à une agriculture sans pesticides, en France, hein, parce que le monde entier, on n'est pas président des Chinois, donc on ne peut rien faire pour la Chine. On espère qu'ils agiront. Donc en France, on peut faire beaucoup de choses. Il y a la durée de vie des produits, qui est quelque chose de très important aussi, puisque les durées de vie de produits baissent, alors qu'on nous dit qu'il ne faut pas jeter et il faut réparer. Donc on a un vrai sujet. Ça, c'est des domaines faciles. Et puis on a tous les autres domaines. Comment se passer de plastique? Comment faire en sorte qu'on ait une économie circulaire? C'est-à-dire qu'en fait, on recycle tout le métal, tout le verre, même les matériaux de construction, pour ne plus, en fait, prendre des ressources de la nature et les jeter, mais en fait des ressources qui se recyclent et qui restent dans l'économie en permanence. Voilà. Ça, c'est des sujets fondamentaux, beaucoup plus complexes. Là, j'ai quelques réponses, mais on n'a pas de chemin. Il faut imaginer quel chemin on veut prendre ensemble. Il faut y réfléchir tranquillement. Il y a quelques mesures à prendre, mais on n'a pas toutes les solutions sur ces sujets-là. Ça demande des changements profonds de la société. Sur les énergies renouvelables, vous y êtes favorable. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ceux qui disent, ben voilà, ça rapporte rien, on a des rendements très faibles avec ces énergies renouvelables? Des rendements financiers ou... Des rendements énergétiques. Rendements énergétiques non, ça, c'est pas vrai. Alors, première chose, un panneau solaire, par exemple, en fait, quand vous le mettez, en 2 ans, il a amorti l'énergie pour le fabriquer. Et en fait, ensuite, il a 20 ans de durée de vie, voire 30 ans. Il y a des mensonges qui circulent, enfin... Mais à côté du nucléaire, parce qu'évidemment, c'est le parc nucléaire qui nous alimente. Moi, je suis pour le nucléaire et pour les renouvelables. Donc, les deux en même temps. Mais alors, quel pourcentage? Ce qu'il faut se passer, c'est des énergies fossiles, pour 2 raisons. Pour le problème du pic pétrolier, on va peut-être pas avoir le temps de développer, mais le fait qu'à un moment donné, on va manquer de pétrole, et quand ça sera le cas, tout le prix des énergies montera. Est-ce que c'est dans 5 ans, 10 ans, 15 ans? J'en sais rien, mais il faut préparer. Mais on découvre de nouveaux gisements tout le temps. Alors, on découvre, depuis 35 ans, on découvre beaucoup moins de gisements que ce qu'on se consomme de pétrole. Donc les réserves de pétrole ne font que baisser depuis 35 ans. Depuis 10 ans, le pétrole en fait, conventionnel n'a pas augmenté de production. C'est que parce qu'on a trouvé du pétrole plus cher, du pétrole de schiste aux États-Unis, pétrole bitumineux au Canada, qu'on a réussi à augmenter la production pour aller vers la consommation. Est-ce que vous pensez que si les producteurs pétroliers pouvaient avoir du pétrole à $10 le baril, ils seraient allés chercher du pétrole à $50 le baril ou $60 aux États-Unis ou au Canada? Je ne suis pas sûr. Et du coup, est-ce qu'ils ont, comme ils fabriquent du pétrole de schiste, qu'ils produisent du pétrole de schiste, est-ce que justement, ils se disent pas, bon, bah, on va arrêter d'aller chercher des puits de pétrole? Il est plus cher le pétrole. Non, parce que c'est depuis 1985 qu'on découvre beaucoup moins de gisements que ce qu'on consomme. Alors, on avait découvert des gisements gigantesques, hein, puisqu'on vit dessus depuis 40 ans, en fait, hein, sur les découvertes avant les années 70. Mais mine de rien, on a des raréfactions. D'ailleurs, en mer du Nord, le pétrole est en train de s'épuiser complètement. Hein, les puits de pétrole anglais baissent. Et même en Arabie Saoudite, on a des puits de pétrole historiques très importants qui baissent. Après, moi, je ne suis pas Madame Irma, je ne connais pas le moment, et personne ne connaît cette date du moment du pic pétrolier, mais il faut s'y préparer parce que dans ce cas-là, les prix vont exploser sur le pétrole et par sympathie sur le gaz et le charbon. Donc ça, c'est un premier sujet pour lequel il faut se passer d'énergie fossile.
Pour le nucléaire, vous dites que c'est une énergie propre, elle ne produit pas CO2, oui. de dioxyde de carbone, mais elle produit quand même des déchets qu'on ne sait pas vraiment, en tout cas on ne fait que les enfouir, on ne les traite pas. Est-ce que c'est pas quand même un problème? Greenpeace est là pour nous le rappeler. Alors ça c'est un sujet, mais en fait on pourrait déjà le résoudre si on passait à d'autres. Il va falloir sans doute renouveler au moins une partie des centrales nucléaires françaises, c'est clair. Et il faudrait préparer cet avenir. Alors c'est dommage qu'on ait arrêté les recherches sur le nucléaire de 4e génération, Astrid, puis c'est dommage qu'on ne fasse pas des recherches importantes sur les centrales au thorium, qui elles ne posent aucun risque d'emballement. Il n'y a aucun accident nucléaire possible de type emballement, fusion du cœur. Tous les problèmes importants qu'il y a eu à Three Mile Island aux États-Unis, Tchernobyl ou Fukushima, ça devient impossible avec le thorium. Et en plus, le thorium a l'avantage de pouvoir manger les actinides comme le plutonium et les déchets nucléaires. Après, il y a notre prix Nobel de physique, Gérald Mourou, qui est dans un programme de recherche, j'espère que ça marchera, ça serait formidable, qui nous dit qu'avec un super laser, il est en train. C'est quand même un prix Nobel de physique, on va le croire. Il pourrait réduire la durée de vie des déchets nucléaires à une 30aine de minutes. Bon. A-t-il raison, a-t-il tort? Est-ce que sa piste de recherche marchera? Mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Mais de toute manière, ce qu'il faut voir, c'est que toutes les énergies ont des problèmes. Les énergies fossiles, elles rejettent du CO2, on commence à en avoir trop. Elles se raréfient, elles sont limitées. Les énergies renouvelables, le solaire ou l'éolien, le solaire, c'est pas magnifique. L'éolien, c'est encore plus moche, puisqu'il faut des mâts dans les campagnes et les gens sont pas contents. Et où il y a les centrales nucléaires et c'est dangereux. Donc, au bout d'un moment, il faut être raisonnable. On veut une certaine quantité d'énergie, laquelle on utilise. Toutes les grandes sources ont des nuisances, quoi. Donc, c'est un choix entre différentes problèmes. Alors, le mieux, c'est d'économiser l'énergie. On le fait assez peu, malheureusement, au niveau des logements, mais il faudrait le faire. Puis après, on a besoin d'un minimum d'énergie pour vivre, pour se déplacer, pour se chauffer, etc. Donc moi, je suis partisan d'une chose, garder une partie nucléaire importante, ne certainement pas fermer de centrale, et par contre, remplacer les énergies fossiles par de l'hydrogène. Cet hydrogène étant lui-même tiré des énergies renouvelables, solaires, éoliens, et d'une partie du nucléaire. D'ailleurs, il y a une chose qui est intéressante. En France, on pourrait aller très vite dans la transition énergétique. On a une partie du nucléaire qu'on n'utilise pas. Parce qu'on n'a pas besoin, à certains moments de la nuit... On en donne aux Allemands. Ou aux Suisses, où on le vend aux Suisses pas cher pour qu'ils rechargent les choses, etc. Mais on pourrait utiliser, et voir des fois les centrales sont mises en veilleuse un peu, elles sont ralenties. En fait, on pourrait utiliser aussi ce nucléaire pour faire ces 10 à 20% d'énergie en plus qu'on pourrait produire pour faire de l'hydrogène et pour alimenter les taxis à hydrogène de Toyota, j'aimerais bien que Peugeot en fasse, et toutes les voitures. En fait, ce que je dis, c'est que le vrai problème, c'est pour se passer des énergies fossiles, c'est dans le secteur des transports principalement, et là, au lieu de passer à l'électrique, il faut un carburant qu'on puisse facilement charger, qui ne pose pas de problème d'infrastructure, et c'est l'hydrogène évidemment. En plus, ça résout le problème d'intermittence des énergies renouvelables, donc c'est magique, c'est vraiment la solution élégante pour sortir des fossiles. Sur le réchauffement climatique, on est en plein dedans avec la jeune Greta Thunberg. Tout à fait. Est-ce que vous êtes un climato-sceptique, Philippe Murer? Moi, il y a quelques mois, j'avais reçu François Gervais, qui a écrit un livre très intéressant, L'urgence climatique est un leurre. C'est un ancien directeur de laboratoire du CNRS. Lui, il réfute carrément, chiffre à l'appui, la notion même de réchauffement climatique. Alors, pourtant, il étudie ça depuis 1945 et il dit que depuis 1945, en étudiant les températures mondiales depuis 1945, il n'y a pas de réchauffement. Alors moi, je suis pas un scientifique du climat, donc je ne saurais pas quoi dire à ce monsieur. Tout ce que je peux lui dire, c'est l'ensemble des gens qui travaillent sur le climat, la grande majorité, dit qu'il y a quand même un réchauffement depuis 1945. Et en fait, la taille du réchauffement, l'étendue du réchauffement, c'est, je crois, depuis le 1800 jusqu'à aujourd'hui, on s'est réchauffé de 1,4 degré, il me semble. Il me semble qu'on est là. Et on risque de se réchauffer de 2 degrés de plus. Ça paraît pas grand-chose, mais apparemment, en tout cas, il y a deux choses d'envergure. C'est que le taux de CO2 dans l'atmosphère a explosé, il a augmenté de 50%. C'est un gaz à effet de serre. Mais lui, il dit justement que le CO2 est un gaz très bénéfique, en tout cas. Alors, c'est bénéfique pour les plantes. Voilà. C'est bénéfique pour les plantes. Il dit que la planète Terre n'a jamais été aussi verte de toute son histoire. C'est vrai qu'il y a une partie où ça permet aux plantes d'être plus productives grâce à ça. Qu'il n'y a jamais eu autant de glace, qu'il n'y a jamais eu autant d'ours polaires. C'est vrai que il réfute tout. Mais là où c'est juste, c'est que le nombre d'ours polaires a augmenté depuis 15 ans. Après, je ne suis pas un spécialiste, je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Sur le nombre de glaces, enfin, les risques quand même... les risques quand même sont considérables parce que s'il y a ce réchauffement climatique et qu'on ne fait rien,
À ce moment-là, en fait, on en parle très peu. Mais le vrai sujet, c'est que les glaces du Groenland et de l'Antarctique pourraient fondre. Le Groenland en premier. Le Groenland s'y fond, ça fait monter les eaux de 7 mètres. Donc tous les gens qui ont une maison pas loin de la mer, à Marseille, à Fréjus, dans le sud de la France, à Nantes, dans l'ouest, eh bien là, il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur maison, qui vont perdre leur terrain, on va perdre des villes même à ce moment-là. Et si l'Antarctique fond, là, on se retrouve à 60 mètres de plus. C'est le CNRS qui le dit, hein, je vous le dis, je ne suis pas un fou. Donc voilà, donc il y a un risque très fort sur le climat. Moi, je pense qu'il y a réchauffement des températures mondiales, et ce réchauffement, ce qui est très clair, c'est que c'est le plus rapide qu'on connaisse dans l'histoire. Parce que c'est vrai qu'on a monté de 1 ou 2 degrés, de 5 degrés par période, mais c'était sur des périodes de 10 000 ans. Là, on monte 10 à 100 fois plus vite qu'on monte habituellement au niveau de l'humanité. Donc on voit bien que l'homme, par cette vitesse de hausse des températures, est en partie responsable de cette vitesse des températures. C'est quelque chose qui ne s'est jamais passé. Puis de toute manière, le CO2, on sait qu'on a explosé le taux de CO2 dans l'atmosphère et que c'est un gaz à effet de serre qui augmente la température. Bon, par ailleurs, François Gervais affirme que le réchauffement climatique n'est pas anthropique, c'est-à-dire qu'il n'est pas le fait de l'homme, mais je renvoie nos téléspectateurs à la lecture de cet ouvrage très intéressant. Je voudrais qu'on accélère. Philippe Murer, vous condamnez l'agriculture intensive. Vous êtes plutôt pour un retour à une agriculture traditionnelle. Comment pensez-vous pouvoir rééduquer les consommateurs et même l'enseignement agricole? Alors déjà, je ne condamne pas parce que je n'ai pas envie de condamner les paysans. On a imposé... Non, mais vous dénoncez par exemple la ferme des 1000 vaches. Non, c'est vrai. Je suis contre l'agriculture intensive. Je pense que les pesticides, en s'attaquant aux briques de la vie chez les insectes, etc., s'attaquent aussi aux briques de la vie de l'homme, qui sont les mêmes. Hein. On possède tous des cellules, des mitochondries, les hormones des hommes et de nombreux animaux sont partagés. Donc quand ça touche les animaux, ça touche aussi les grosses bêtes que sont l'homme, quoi. Clairement. Donc c'est dangereux pour nous. Par contre, je condamne pas les paysans. Je veux dire, les paysans, on leur a imposé ce modèle, ils vivent là-dedans et jamais ceux qui nous nourrissent, je ne les condamnerai. Par contre, il faut les aider à sortir de ça. En revanche, ceux qui leur ont fait du mal, c'est ceux qu'ils ont mis dans le libre-échange avec la planète entière sur les produits agricoles. Et comme les paysans français sont un peu plus chers, ils font plus de qualité aussi, eh bien, ils se retrouvent ruinés, d'où les suicides. Il faut sortir de cette agriculture. Moi, je suis pour le fait qu'on passe, en 12 ou 15 ans, on pourrait passer à quasiment 100% d'agriculture biologique. Aujourd'hui, l'agriculture biologique monte de 20% par an. Ça reste faible comme chiffre. On est à 7% environ de la surface agricole. L'année prochaine, on sera probablement à 8,5%, etc. Ce qu'on peut faire, c'est donner le maximum de subventions en temps et en heure, contrairement à ce que fait Macron, à l'agriculture bio, pour monter un tout petit peu plus vite. Une fois qu'on arrivera à un tiers de l'agriculture qui sera biologique, on pourra faire un grand plan pour passer à quasiment 100% d'agriculture biologique, sauf pour les exports éventuellement, une partie des exportations de blé, etc., mais quasiment à 100% d'agriculture biologique. C'est complètement possible, on pourra un peu plus cher, à l'échelle de la France, c'est accessible. C'est vrai que pour, grosso modo, l'agriculture, c'est 80 milliards, les produits agricoles de PIB. On va produire 30% plus cher, c'est 20 milliards. Donc ça coûte 20 milliards à la France, en gros, d'avoir une agriculture propre qui préserve les sols, qui empêche la disparition d'un tiers des oiseaux, comme on a aujourd'hui, tous les insectes, etc., et qui tue nos paysans. Donc je pense que c'est une excellente solution, et c'est un coût qui est raisonnable, qui peut être absorbé par l'État et de différentes manières. J'aimerais qu'on termine, Philippe Murer, en évoquant le CETA, la ratification du traité commercial avec le Canada. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au final, l'arrivée des produits canadiens dans les supermarchés fasse prendre conscience aux Français des dangers, en tout cas fasse prendre conscience aux Français de l'importance de l'enjeu de la protection de leur modèle agricole quand ils vont voir que ils vont grossir? Parce qu'on voit au Canada que 62% des gens sont en surpoids, le quart est obèse, donc en fait, peu comme aux États-Unis, oui, voilà, d'ailleurs. Exactement. Donc, est-ce que au final, ça ne va pas accélérer la prise de conscience, ce CETA, et l'arrivée de ces produits canadiens dans les caddies français? Alors le problème, peut-être, mais en tout cas, on ne voit même pas qu'on achète des produits canadiens ou américains ou espagnols et italiens. On le voit sur les fruits et légumes parce que l'affichage est obligatoire. Par contre, quand vous prenez un miel, c'est un miel de hors Union européenne ou produit dans l'Union européenne. Il y a même pas, il y a de moins en moins de marques d'explication du mode de l'endroit de fabrication, et l'étiquetage est très mauvais, quoi. Il s'est fait pour être très mauvais d'ailleurs, parce que c'est des règles de l'Union européenne. C'est ça qui fait qu'on ne peut pas imposer de dire aux gens, dites que le miel vient de Chine, qui est un miel qui est généralement souvent trafiqué. Ce serait juste de l'information, quoi. Ouais, et cette information est interdite par les traités européens, malheureusement. Ça paraît fou. C'est pour ça qu'on a des huiles d'olive qui viennent de l'Union européenne
et hors Union européenne, où il n'y a aucune provenance qui est indiquée. Donc ça, c'est une difficulté. C'est vrai que ça va poser un problème pour les éleveurs français qui sont 35% plus chers que les éleveurs canadiens. Parce que les éleveurs canadiens les élèvent de manière différente, très hors sol, avec en plus en les piquant les animaux aux hormones naturelles, aux hormones artificielles. Donc ça pose un vrai sujet. Moi, je pense que les gens en ont conscience. Il faut maintenant quelqu'un pour agir collectivement, pour aider les citoyens à sortir de ce bourbier, quoi. En fait, de l'agriculture intensive, aider les paysans à sortir de ça et qu'ils puissent, en plus, vivre dignement, surtout. Et là, en fait, vous réfléchissez, quand vous avez perdu l'instrument collectif qui est l'État, puisqu'on a dit que l'État ne devait rien faire dans l'économie, l'État ne sert à rien, l'État ne sert juste à mettre le bordel dans l'économie. C'est cette idéologie qui a été dite pendant des années. Eh bien, vous êtes privé d'instruments collectifs pour bouger, vous ne pouvez plus bouger collectivement. La rénovation de l'État-providence ? Il faut, pas providence, mais l'État stratège. Oui. Il faut que l'État stratège fasse une vraie stratégie pour l'agriculture française et pour l'agriculture qui respecte notre environnement, en l'aidant de façon, en reprenant les budgets qui sont à Bruxelles et la politique agricole qui est à Bruxelles, pour la mettre sur la France et pour la définir au niveau français, en accord avec tous les Français. Je pense que le sujet est trop important. Il faudra un référendum sur un sujet comme ça. Vous voyez, il faudrait d'ailleurs quelques référendums parce qu'on a pris trop de retard. Mais qu'est-ce qu'on fait sur l'agriculture ? Il faudrait un vrai référendum. Je pense que ça fait mal aux Français de voir tous ces paysans qui meurent et notre agriculture qui s'abîme. Je pense que c'est fondamental. Je vous propose, Philippe Murer, de revenir nous en parler pour la présentation de votre dernier ouvrage. Avec grand plaisir. Vous aurez l'occasion de revenir sur le sujet et de plus le développer pour nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Politique Éco. On se retrouve la semaine prochaine.